Ensuite un Alt, Ouais. ensuite un Alt Tab. Et un CTRL Shift F. C'était pas P, mais c'était F5. F11. Ouais, F11 c'est bien. Ok. Bonjour. D'abord, merci d'être là. Je voudrais remercier quand même JP et Émilie d'organiser ça et Fasterize de sponsoriser un petit peu ce qu'on va manger et boire après. Donc merci à Fasterize et à eux deux. Sinon ça extrait pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon projet enfin pas que de mon projet, mais peut-être plutôt expliquer comment ça fonctionne, de manière à ce que vous puissiez utiliser d'autres projets similaires. Donc mon projet c'est perf.html, un profiler qui est à la base fait pour Firefox, mais le fonctionnement il est assez similaire dans Chrome, a priori en tout cas. J'ai pas été voir à l'intérieur, mais ça ressemble en tout cas de loin. Moi je suis Julien Weisberg, je suis à Mozilla depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai fait du Firefox OS dans mon passé antérieur à Mozilla, et maintenant je travaille dans ce projet-là depuis un peu plus d'1 an. Alors, nous on a juste pour donc citer le contexte, on a commencé à bosser sur ce profiler parce que les profilers existants, ils se basaient soit sur le C++, soit sur le JavaScript, mais pas les deux ensemble. Nous, on a commencé à travailler là-dessus, avant tout pour améliorer les performances de Firefox. Ce qui veut dire que pour les web développeurs, c'est peut-être un peu abrupt pour l'instant l'outil qu'on a. Parce que l'intérêt de notre profiler, c'est de mixer dans une seule vue le C++ ou le Rust aujourd'hui et le JavaScript. Mais avant ça, on va commencer par le début. Qu'est-ce qu'on appelle un sampling profiler? Après quoi, je vais vous montrer un peu quelles sont les visualisations possibles. Et puis, si on a le temps, on verra si on peut analyser des profils ensemble. D'ailleurs, parce que ici on parle beaucoup, dans les meet-up WebPerf, on parle beaucoup de load, de page, web page test, etc. Mais est-ce que vous avez déjà utilisé un profiler, genre suite Chrome ou suite Firefox dans les DevTools, ici? Ah, il y en a un petit peu quand même. Bon, ça va, très bien. C'est cool. Ouais, donc ça c'est hyper important parce qu'en fait, assez souvent en performance web, on essaie de deviner ce qui se passe. On essaie de deviner pourquoi un truc est lent. Et en fait, mesurer la chose avant d'essayer de corriger, c'est toujours beaucoup plus gagnant. Car très très souvent dans le web, ce qui est lent, c'est pas ce qu'on croit. Alors, comment ça marche? Donc, vous allez voir qu'il y a un peu d'anglais dans mes trucs parce que je parle en anglais toute la journée et je sais pas toujours comment traduire. Puis ça n'a pas toujours de sens. Donc, sampling en français, c'est échantillonnage. Donc, comment ça se passe? Ça fait que lorsque l'utilisateur démarre le profiler, on va réaliser un saucissonnage en fait de ce qui se passe. Donc, en gros, l'utilisateur il va démarrer le. Lisez pas, je le lis pour vous, donc c'est pas la peine. Donc, l'utilisateur va démarrer le profiler. Pendant cela, on va saucissonner le scénario. Donc, on va par exemple un scénario qui va être lent sur la page, clique sur un bouton, il y a des choses qui se passent, mais en fait, soit ça rame, l'animation elle rame, soit ça met, je sais pas, 300 millisecondes à apparaître le changement. Donc, on va essayer d'analyser ce qui se passe. Donc on réalise ce scénario pendant que le profiler est démarré. Pendant ce temps-là, chaque milliseconde, on va arrêter Firefox ou Chrome et on va regarder quelle est la stack courante. La stack, c'est l'enchaînement des appels qui sont faits. Telle fonction appelle telle autre fonction, appelle telle autre fonction. Et on fait ça sur chaque thread qui nous intéresse. Et lorsqu'on arrête le profiler, on va capturer l'ensemble des mesures et on va les mettre tout ça dans un gros JSON qu'on va passer au visualisateur. À partir de toutes ces mesures et de toutes ces stacks, on va essayer de les rassembler pour en former l'arbre d'appel. Et là, c'est important de comprendre ça parce que après, c'est ça qui va nous permettre d'avoir du sens en fait dans les visualisations. Comprendre que en fait chaque intervalle, donc souvent une milliseconde, on va arrêter et voir ce qui se passe. Donc peut-être un petit exemple pour commencer. Donc là, c'est un exemple extrêmement simple. Hein. On a une fonction A qu'on appelle tout en bas, qui appelle elle-même une fonction B, qui appelle une fonction C, qui appelle une fonction doWork qui fait des trucs. Là, c'est une boucle, mais voilà, elle fait des trucs. Et donc, ça c'est déclenché lorsque j'appuie sur un bouton. Et ce qui se passe, c'est qu'on va capturer ce qui se passe pendant ce temps-là. Donc on a un échantillonnage qui est fait toutes les millisecondes. À chaque fois, là, c'est la même chose, puisque c'est un cas extrêmement simple.
on voit qu'on a 6 fois la même stack. A qui appelle B, qui appelle C, qui appelle doWork. Et donc on obtient, après avoir saucissonné ça et fusionné les résultats, on obtient ce qu'on appelle un arbre d'appel. Là, c'est pas trop un arbre, parce qu'encore une fois, c'est super simple. On a juste une branche, un tronc, on peut dire. Et à côté de chaque nœud de cet arbre, on a des mesures. Donc là, ici, j'appelle ça running time et self time. Dans Chrome, ils appellent ça total time and self time. C'est la même chose. Le running time ou le total time, c'est le temps passé dans cette fonction, y compris les fonctions appelées. Là où le self time, c'est le temps passé dans cette fonction uniquement. Donc là, on voit que ABC et doWork, on passe 6 millisecondes dedans, y compris les enfants. Mais par contre, le vrai travail, il est fait dans la fonction en bas, doWork, ce qui correspond à l'exemple qu'on avait fait. Donc self-time 0, 0, 0 pour les 3 premières, parce que finalement, on passe pas de temps dedans pour de vrai, on passe du temps uniquement dans la fonction finale. Voici un exemple d'affichage possible dans notre outil. Vous voyez, l'arbre, c'est un arbre qui est fait sous format HTML assez classique. On a un enchaînement d'appels. On commence par le scope de base et on appelle A, puis B, puis C, puis doWork. Et on voit les mesurements à gauche, les mesures. 94 millisecondes ici sont passées en tant que running time ou total time. Et 94 c'est passé vraiment dans la fonction elle-même. Je ne sais pas si ça se voit bien ou pas, ouais, à peu près. Et dans Chrome, je l'ai essayé tout à l'heure aussi, on a à peu près la même chose qui se passe. Voici peut-être un autre exemple, un poil plus compliqué. Qu'est-ce que je fais là déjà? Ah oui, ce qui est intéressant là, c'est que la fonction finale, en fait, elle fait rien. Et là, on va voir quelque chose qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut toujours voir, c'est que dans les données qu'on récupère de ces profilers, il faut toujours prendre un peu de recul et savoir ce qu'on regarde. Donc là, en l'occurrence, on a A, B, C. C a une boucle qui appelle une fonction qui fait rien. Et ce qu'on remarque, du coup, c'est que du point de vue du profiler, cette fonction qui fait rien, en fait, c'est comme si elle n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les millisecondes, en fait, on n'est pas dedans. Elle fait tellement rien, on passe tellement peu de temps dedans, finalement, qu'elle apparaît pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête lorsqu'on va analyser les résultats de profiler. Des choses où on passe vraiment peu de temps, on va pas les voir. Et en fait, c'est statistique tout ça. C'est-à-dire que sur 30 secondes de profil, si on passe une milliseconde dans une fonction, moins d'une milliseconde, finalement, c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est tout le reste, c'est tout le temps qu'on passe dans les autres fonctions. Donc, c'est pas parce qu'on voit pas qu'on n'y passe pas, mais souvent, si on ne voit pas, c'est pas pertinent, en fait. Donc, un autre exemple un petit peu différent. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait là? Je sais plus. Ah oui, ici, la dernière fonction, on a A, B, C qui appelle une fonction qui fait vraiment des trucs. Et là, on se retrouve à nouveau à avoir la même chose que tout à l'heure. Bon, en fait, c'est intéressant, c'est qu'on a exactement le même arbre que le premier alors qu'on n'a pas du tout le même code. Et encore une fois, c'est l'idée de prendre un peu du recul avec ce qu'on voit. Souvent, on va profiler quelque chose qu'on connaît, du code qu'on connaît, non pas du code qu'on ne connaît pas. On a peut-être un micro. Bonsoir. Il n'y avait pas une boucle dans la boucle? Non, C. Il y a une boucle, donc on a A qui appelle B qui appelle C. C elle-même a une boucle qui appelle doWork et doWork a une boucle elle-même. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que doWork, il se passe quelque chose dedans, on va passer du temps dedans parce que j'ai une boucle qui dure longtemps. Et dans C, on a aussi une boucle qui appelle ça. Mais en fait, du coup, alors, je sais pas, c'est quoi la question derrière ça? La question, c'est qu'on passe 6 millisecondes à faire le doWork, ouais. Mais la fonction C, on passe 0 secondes. Ce qui n'est pas logique, parce qu'on fait de 0 à 1 E7 fois doWork. C'est très bonne question. Donc ça, c'est effectivement une très bonne question et c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué. Et on va appeler effectivement doWork elle-même 1 E7, donc très souvent. Mais en fait, on a récupéré 6 samples, on va dire, pour fixer les idées. 6 fois, on récupère la même stack encore. Et en fait, dans C, on n'y passe pas de temps finalement. On boucle,
Mais dans C elle-même, on y passe très peu de temps. Tout le temps, on va le passer dans DoWork. Donc au final, ce qui se passe, c'est qu'on a, si je reviens à cet exemple-là, finalement, on va retrouver 6 fois la même stack, à nouveau. Et en fait, quand bien même, où dans la première étape C, il n'y avait pas de boucle, ok. Dans celle-là, il y a une boucle. Alors peut-être qu'en tout, ça va pas être 6 millisecondes, ça va plutôt être 12 probablement, ou je sais pas, 36. Ça va être plus long, enfin, effectivement, puisqu'on a une boucle. Mais la forme de l'arbre va être la même. C'est clair? Ouais. Allez, on avance encore un petit peu. On voit un peu là, vous arrivez à voir? Là, ce que j'essaie de faire, c'est un arbre qui va ressembler à un arbre, en fait, qui aura des branches. Donc, on a, pour vous décrire un petit peu, on a toujours la fonction A qui est au début. La fonction A, elle appelle B, mais B va à la fois appeler C et H. Ok. C elle-même va appeler D et F. D va appeler E, E, elle fait des trucs. F, elle fait des trucs et elle appelle G. G fait des trucs, et enfin H appelle F, qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. F qui fait des trucs et qui appelle G. Et ce sera plus clair quand vous verrez l'arbre après, justement. Mais là, l'exemple, ce qui donne, ce qui est intéressant, c'est que on a 2 fois F qui est appelé à 2 endroits différents. Donc F est appelé à 2 endroits différents, donc on va le retrouver à 2 endroits de notre stack. Et elle a un autre truc intéressant, mais qu'on va voir après. Donc on a des échantillons, ceux-là sont un peu plus jolis parce que c'est pas moi qui les ai faits. Donc on se retrouve à avoir un premier échantillon qui est ABCDE, un autre échantillon qui va être ABCFG et un autre qui va être ABHFG. Vous pouvez me croire sur parole, on peut vérifier si vous voulez. Mais là c'est plus pour voir un peu le process de fusion qui va se passer après. Donc A, ça va se trouver avec une seule node. Finalement on est dedans, on passe dedans 3 millisecondes. B aussi, on va aller le fusionner. C, on va le fusionner ensemble. H, il va rester à part. Mais après, en dessous, vous voyez que D, F et F restent séparés parce qu'en fait, ils ne font pas partie de la même stack. Et E, G, G, pareil. F et G, en fait, les F appellent toujours G, mais ils sont sur des stacks différentes. Donc, on se retrouve avec l'arbre qui se trouve sur la droite. Un arbre d'appel qui va permettre d'analyser un peu mieux ce qui se passe. Et en fait, la visualisation d'arbre d'appel, on essaie aussi de trier par le temps qui est passé. C'est-à-dire que là, C, on passe 2 millisecondes dedans, finalement. Si ça avait été inversé, on aurait quand même C en premier. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est de trier par le temps, c'est aussi d'apporter des visualisations qui sont intéressantes. Ok. Donc là, je vous avais dit tout à l'heure que F a quelque chose d'intéressant. C'est que F, à la fois, on passe du temps dedans, et à la fois, on appelle G. Ça veut dire que dans le langage, dans les termes dont j'ai dit tout à l'heure, il va avoir du self-time. Comment ça se manifeste, ça? Ça se manifeste quand on regarde les stacks. En fait, F, des fois, c'est la dernière. Parce qu'en fait, toutes les millisecondes, il y a des moments où on va se retrouver dans F. On va se retrouver dans la boucle, finalement. Puis il y a d'autres moments où on va se retrouver F qui appelle G. En fait, ce qu'on appelle le self-time, c'est l'ensemble des moments où une fonction se retrouve tout en bas d'une stack. Finalement, statistiquement, c'est là où on va passer du temps. Puisque c'est là où on est au moment où on saucissonne. C'est un peu clair, je vous perds pas trop. Ok, merci. Là encore un superbe graphique que j'ai fait tout à l'heure. Donc on se retrouve, donc je vous ai mis à gauche le total time ou running time et à droite le self time. Donc là ce qu'on voit bien, c'est que F il se retrouve dans deux arbres d'appel, donc c'est le même arbre que tout à l'heure, sauf on va passer 2 millisecondes en total dedans, mais 1 milliseconde en self. C'est des numéros des nombres que j'ai un peu inventés là. On va voir le vrai résultat après. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on passe du temps dans F en self-time et du temps dans G en self-time, dans les deux. Par contre, dans D à gauche, on passe pas de temps dedans. Il ne fait que appeler A. Donc là, ce qu'on voit, du coup, donc, dans notre outil, à gauche, vous voyez les deux colonnes, le running time et le self-time. Dans Chrome, c'est exactement pareil, en fait. Dans l'outil de Chrome, on a exactement la même visualisation.
Sauf que, encore une fois, ça s'appelle total time. Donc on voit bien que dans F, on a un self-time qui est de 66 millisecondes en haut, et on en a à nouveau en bas, 66 millisecondes, puisqu'il a appelé 2 fois. G, pareil, 69 millisecondes les 2 fois, ce qui est à peu près logique, puisqu'on fait le même travail. Ouais, est-ce que j'ai des questions sur cette visualisation, peut-être? Ça permettrait de peut-être éclaircir les choses qui sont pas claires. Si... Bon, pas de questions, je sais pas si c'est bien. Il y a une autre vue qui est intéressante en fait, à partir de cet arbre, c'est d'inverser cet arbre. Ce qu'on appelle dans Chrome la vue bottom-up, puisque au lieu de partir de la racine de l'appel, on va partir du bas de l'appel. Si je reviens sur les stacks qu'on avait tout à l'heure, en fait on les inverse toutes. Et après on les fusionne de la même manière qu'on a fusionné tout à l'heure. Et ça va permettre de fusionner les 2 endroits où F est appelé par 2 personnes, par 2 endroits différents, et les 2 endroits où G est appelé par 2 arbres différents. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de faire surfacer les endroits où on passe le plus de temps. Donc là, on voit ici les 2 fonctions qui passent où on passe le plus de temps, c'est effectivement G et F. On va passer 138 millisecondes dans G, 132 dans F. Et en fait, l'arbre, on va le parcourir à l'envers après. On va savoir qui appelle ces fonctions. Donc moi, c'est un de mes outils préférés pour étudier la performance d'un site ou en tout cas d'un scénario. On va vraiment voir surfacer les endroits où on passe le plus de temps, et du coup, c'est ça qui va permettre de savoir quoi aller optimiser dans notre scénario. Dans Chrome, je vais peut-être vous montrer rapidement dans Chrome ce que Kaggle ça. Alors, il est ouvert par là, et il y a le bottom-up ici, mais c'est tout vide là. Donc je vais enregistrer un nouveau truc. Tiens, je vais enregistrer là. Donc à gauche j'ai mon application que je connais. Ok. J'ai des scénarios qui sont un peu lents. Genre, allez, on va faire le flame graph. Je vais l'enregistrer. Je vais changer de thread. J'arrête. Ok, je peux agrandir. Là en bas, on a effectivement la même chose que dans l'outil de Mozilla. On a le call tree, donc on voit que j'ai déclenché par un événement, ça déclenche un function call. Dispatch event, on voit que le total time ici, c'est 338 millisecondes. Le self time, il est ridicule, donc c'est pas là où il se passe des trucs. Je peux descendre éventuellement jusqu'à ce que je trouve quelque chose d'intéressant. Là, je vois que j'arrive tout en bas, je vois que effectivement, j'ai certains trucs là qui me prennent 30 millisecondes, celle-là il me prend 36 millisecondes. C'est peut-être des endroits où il faut que j'aille pour aller optimiser. Et si je prends la vue bottom-up, là je vois tout de suite il y a des choses qui remontent. Fill rect, donc effectivement je fais du canvas. Probablement fill rect prend 253 millisecondes sur l'ensemble de mon scénario. Je peux aller voir ce qu'il appelle. Il y a 4 choses qu'il appelle. Voilà, et sur ces 4 choses, il y en a 3 en fait où on passe pas de temps, mais il y a celui-là où on passe 240 millisecondes. Donc voilà, ces vues permettent de pointer du doigt les endroits où il faut aller regarder et quel est le chemin qui accède. Donc je vous ai mis le lien aussi là par exemple pour ce profil-là. On peut aller le voir en ligne directement. Parce qu'un des intérêts de notre outil, c'est qu'on peut les partager en ligne. Donc pour pouvoir les donner à des collègues ou à des personnes comme JP qui vont venir optimiser ça pour vous, ou pub gratuite, t'as vu ça. Donc là, pareil, on peut, donc là je l'ai partagé en ligne, ce truc-là il est en ligne, vous pouvez aller manipuler un petit peu vous-même les différents outils qu'on a sur ce cas-là en particulier pour voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Je reviens dessus sur le doc. Hop. Ok. Donc une autre visualisation qu'on a vue un petit peu
rapidement, c'est le flame graph. Donc, le flame graph, c'est une autre vue en fait que du call tree. Vous voyez la même chose, A appelle B. Alors ça se lit de bas en haut. A appelle B, qui appelle C et H. C appelle D et F. D appelle E, F appelle G, mais on voit bien qu'il y a la moitié du temps qui est passé dans G par rapport au tout le temps qui est passé dans F. Pareil à droite. Donc c'est une autre visualisation possible qui permet peut-être de voir le call tree de manière un peu visuelle. Encore une fois, Chrome là aussi, d'une manière un petit peu différente. Je crois que c'est quelque part par là. Je crois que ce qu'ils ont ici, ça ressemble un petit peu ça. C'est pas exactement pareil. Parce que l'intérêt du flame graph par rapport à ce qu'a Chrome, et le flame graph c'est un outil qui est hyper courant, je pense qu'ils vont le faire aussi. C'est qu'on leur donne de manière alphabétique. Ça veut dire que la lettre, la fonction, on trie chaque enfant à chaque niveau de manière alphabétique. Et ça permet qu'ils soient toujours à la même place quand on compare deux profils différents. Et par opposition à celui qu'a Chrome aujourd'hui, qui est plutôt chronologique, et ce qui permet de avoir une vue moins synthétique. Ça permet vraiment d'avoir une vue synthétique de ce qui se passe. Bon, Chrome on a un aussi, mais encore une fois, celui-là, on voit bien sur celui-là. Je ne sais pas si on voit si bien que ça sur l'écran. On voit bien qu'ici ils ont F, ici ils ont F aussi. Puis là on a alors que dans un vrai flame graph, les deux F ils seraient fusionnés dans une seule case, ce qui permettrait ce qui permet encore une fois d'avoir une vue synthétique. Bon, j'ai fini la partie sur les call trees et tout ça. Peut-être qu'on peut faire une pause. Est-ce que vous avez des petites questions là-dessus? Le reste est plus court. Ça, c'est vraiment la partie que je voulais plus compliquée. Typiquement, quand on fait du GWT, est-ce que source map ça marche aussi bien? Donc on se retrouve pas avec des fonctions un peu bizarroïdes? Alors, notre outil de Firefox gère pas encore les source maps. Ça, c'est un problème. Chrome le gère peut-être. J'ai pas essayé. Bon, bref, faut essayer. Ok, merci. Je pense que leur outil est plus avancé pour les web développeurs et donc c'est possible qu'ils le gèrent. Alors que le nôtre, comme il est plus pour les gecko développeurs pour l'instant, les supports de source map passent un peu dans la rubrique plus tard. Nous, dans notre outil, j'utilise notre outil pour notre outil, ce qui est un peu méta. Donc je bundle sans minifier et du coup avec les noms des fonctions ça suffit pour s'y retrouver. Mais ça a ses limites pour les vrais sites en ligne et effectivement dans les 4GWT ou même du Wasm ou des trucs comme ça, ça en aura vraiment besoin. Ouais, exactement, TypeScript, CoffeeScript, etc. Alors maintenant je voudrais vous parler des marqueurs. Les marqueurs c'est en fait complètement complémentaire à ce qu'on a vu pour l'instant. C'est-à-dire qu'au lieu de saucissonner les choses, au lieu de s'arrêter toutes les millisecondes, on peut récupérer l'ensemble des événements qui se passent pendant la capture. Ça c'est possible parce que on contrôle le code. Alors que ce soit le code de Gecko quand on met des marqueurs dans Gecko, donc ça va être des marqueurs du type on envoie un DOM event, on a un garbage collection, on a plusieurs types de garbage collection d'ailleurs, on a le Firefox qui rame, enfin tout ça on va mettre des marqueurs. Mais également les développeurs JavaScript, vous pouvez aussi mettre vos propres marqueurs avec performance.mark. Et notamment par exemple pour ceux qui font du React ici, React fait ça dans sa version de développement. Donc là je vous ai mis une copie d'écran de ce qu'on obtient avec les user timing de React. Et c'est pas mal parce que ça permet de voir peut-être le travail qu'on fait en trop lorsqu'on fait du React et finalement qu'il y a un peu trop de composants qui sont re-rendus. Ça permet de s'apercevoir quels sont les composants qui sont rendus et aussi encore une fois de pointer les doigts les endroits qui sont problématiques. Je peux peut-être vous montrer en ligne un exemple, voilà. Donc là on voit, il y a des tooltips en fait aussi pour voir un peu plus précisément ce qui se passe. Dans le cas des user timing, ils sont pas hyper intéressants, mais dans le cas des reflows par exemple, je sais pas si j'en ai ici. Je regardais ici. Ah, il y a un reflow ici. Ah, tu veux que je zoome parce qu'on voit pas grand chose, c'est ça? Ouais.
Donc là, pour les garbage collection, on a plein de trucs qui sont surtout utiles aux développeurs de Gecko, donc pas trop pour nous. Pour les reflows, on voit l'ensemble de la trace. Là, elle est C++ et JavaScript, donc surtout C++, mais on peut également la filtrer qu'à JavaScript. Comme ça. Tac. Donc là, on est capable de voir qu'est-ce qui a démarré un reflow. En l'occurrence, c'est du React. Mais dans le cas où on ne fait pas de React et où on a du code un peu plus vanilla, ça peut permettre de voir peut-être l'endroit où le reflow s'est passé. Et dans Chrome, ils ont aussi quelque chose qui ressemble beaucoup. Donc ils ont aussi une vue très similaire où tous les user timings sont rassemblés dans une seule ligne, avec cette vue un petit peu sous forme d'arbre un petit peu, ou encore une fois de flame graph-like, qui permettent vraiment de voir les endroits où on passe du temps, encore une fois. Donc voilà, ces deux choses, en fait, c'est des choses complémentaires. Ce qu'il faut voir, c'est que ça va vous apporter des informations pour savoir ce qu'il faut aller optimiser, mais il faut surtout pas oublier de prendre un peu du recul. La différence entre les marqueurs et l'arbre d'appel, c'est que les marqueurs, on les a tous tout le temps. Tous ceux qui sont mis, on va les avoir, on va pas les perdre si à la milliseconde on le prend, on n'est pas dedans, on va les choper tout le temps. On a des marqueurs spéciaux quand Firefox rame, donc lorsque la boucle d'événements est bloquée, on dit ça. Par exemple que j'avais tout à l'heure, c'est le gros truc rouge ici. Parce que quand on arrive sur un profil, au début on arrive sur un profil comme ça, donc on ne sait pas trop où aller. Et là, le gros truc rouge, ça permet de se focaliser dessus. Donc je vais cliquer dessus et je peux directement zoomer là. Et Chrome a quelque chose de complètement similaire. Vous voyez ici, il y a des trucs rouges aussi en haut. Comme je connais pas très bien l'outil de Chrome, il est possible que je me plante un peu, mais a priori, ça fait à peu près la même chose. Prends ton micro. En plus, t'en as un. Les petits marqueurs rouges, là, les triangles rouges, c'est pour dire qu'à ce moment-là, il y a un reflow qui se passe qui est bloquant. Ok. Mais du coup, ouais, tu repères pas tes plages où ça va pas, à part avec la grosse trace jaune à 100% de CPU, quoi. C'est tout. Ok. Bon, l'outil, je l'ai essayé tout à l'heure parce que je voulais pas faire un truc qui soit que Gecko Profiler et un truc qui vous soit utile à vous, parce que je pense que vous utilisez plus les outils de Chrome que les outils de Firefox aujourd'hui. Puis surtout, j'ai utilisé l'outil de performance actuel de Firefox et donc on l'a pas maintenu depuis longtemps, quoi. Et il est un peu en retard aujourd'hui. Donc je pense que vous utilisez plutôt l'outil de Chrome et c'est effectivement très bien. Donc je voulais un peu vous montrer ça, mais je le découvre aujourd'hui un petit peu avec vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de pub quand même si vous voulez tester notre Gecko Profiler, donc le nouveau Gecko Profiler. Soit vous allez sur le site web perf-html.io. Il y a une extension qui s'installe dans Firefox directement depuis le site. Et après, il y a une petite icône dans Firefox avec aussi des raccourcis clavier pour le déclencher. Donc ça, c'est super facile à utiliser. Deuxième solution, c'est qu'on a commencé à intégrer le nouveau dans les DevTools, mais il est expérimental donc vous pouvez l'activer dans les settings des DevTools et après vous l'aurez dans l'onglet Performance. Il est un peu perfectible parce que comme il est dans les DevTools, il y a l'ensemble des outils de DevTools qui sont là aussi et qui ajoutent un overhead à la page, malheureusement, et qui se fait surtout sentir en mobile. On travaille là-dessus aujourd'hui aussi, on travaille pour diminuer cet overhead. Aujourd'hui, la solution 1 elle marche vraiment très bien, donc je vous la conseille si vous voulez tester aussi la performance dans Firefox. Là, j'ai d'autres analyses qui sont là, je sais pas combien de temps il reste, peut-être pour... Tu sais qu'on se minute moyennement. Ah, il est quelle heure là? 8h20. Allez, je vais prendre le premier. Ouais. Là, on a un exemple de démo qui fait de la mutation d'homme. Donc, le démo est créé sans div, et après, elle change des trucs dedans avec... je peux peut-être vous montrer ce que ça fait. Elle change des trucs dedans avec des lettres par hasard. Bref, elle fait des trucs. Et je vais capturer ça pour voir ce qui se passe. Parce que c'était un peu lent là, vous avez vu? Voilà. Je vais capturer avec notre super add-on pour montrer un peu le process de bout en bout.
donc là on a aujourd'hui on essaie de cacher le plus possible de threads. Alors, je vais zoomer un peu par défaut, mais des fois on se plante. Donc là ce qui nous intéresse c'est celui qui a le gros truc rouge évidemment, donc je vais afficher que celui-ci. Tac. Ça permet de simplifier un peu la vue. Je vais zoomer dessus. Alors, je vais arrêter le profiler d'abord parce qu'il tourne toujours et ça fait tout ramer. Voilà. Je zoome dessus, tac. Et moi je vous ai dit, donc on va passer en mode JavaScript seulement, et puis je vous ai dit que j'aimais bien l'inversion, donc je vais prendre l'inversion, on va voir quelle gueule ça a. Là on voit que notre fonction muted DOM, elle prend celle qui prend elle prend effectivement beaucoup de temps. Si je repasse en mode C++, en mode combiné plutôt, je vois qu'on passe pas mal de temps là. Il y a du mutex, je sais pas trop pourquoi. Ah, on fait un get bounding client rect en fait. Donc en fait, c'est un truc que ça, on sait bien que c'est pas très bien à faire en DOM, mais là, vous avez vu, là je suis dans le C++ et du coup c'est un peu difficile à lire pour des langues qui n'ont pas l'habitude. On est en train de travailler pour qu'en mode JavaScript, on voit les API DOM, parce qu'aujourd'hui elles sont effectivement zappées, puisque c'est du C++. On aurait pu voir beaucoup plus facilement. Donc là on voit bien qu'il y a element.getBoundingClearWrite qui est appelé par muted_DOM. Je suis en mode inversé. Et donc ça c'est ça qui nous fait prendre du temps. Et donc ça permet de pointer du doigt l'endroit où il faut qu'on aille regarder de plus près. Tac, tac, tac. Ok. Et l'autre analyse qu'il y a, vous pouvez peut-être aller jeter un œil vous-même, c'est une démo qui démarre, qui crée plein d'objets et puis du coup ils sont garbage collectés et du coup ça rame à cause de garbage collection. Ah, je vais le faire rapidement. Je démarre le profil, tac. Ok. Je le démarre. Parce que ça permet de voir une vue où donc je vais zoomer là-dessus. Je vais afficher juste ça. Tac. Là, c'est un cas où finalement, c'est les marqueurs qui sont intéressants. On voit là qu'on a beaucoup de GC qui sont faits. Plein de GC ici, un gros ici. Donc, ça permet de voir en fait une vue où c'est pas le call tree qui nous intéresse, c'est les marqueurs. Je sais pas comment ça donne dans Chrome. Peut-être qu'on peut jeter un œil aussi. Tac. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein, j'ai pas essayé. On va essayer de le trier. Ça rame aussi. Hein. Il est vraiment pourri ce site. Hein. J'aurais peut-être dû mettre moins de... Ça rame plus dans Chrome, vous avez remarqué ou pas? Ça s'arrête jamais. Bon, je vais arrêter, je peux quand même arrêter là, je pense. On a ligé. Je te pose une question pendant ce temps-là. Vas-y. Est-ce que du coup vous savez, donc dès qu'on fait du profiling, en fait on ralentit le navigateur. Est-ce que vous savez combien de manière générale, si c'est possible? Pour suite Chrome, je ne sais pas te dire. Pour nous, on a environ 10% quand on est sur l'intervalle d'une milliseconde. Après l'intervalle, dans le nôtre, ça peut être changé. Donc ça peut être, tu peux mettre, par exemple, si tu as un profil qui va durer 50 secondes, peut-être que tu peux monter à 10 millisecondes, ça te suffit et tu auras moins d'overhead. Et inversement, tu peux descendre à 0,1 millisecondes, et là, il y aura beaucoup plus d'overhead. Du coup, dans Chrome, je pense que c'est à peu près similaire. Après, il y a des outils système qui existent. Donc sur Mac, vous avez Sample qui existe, qui permet de charger les profils dans Instruments. Et vous avez sous Windows, vous avez Perf, sous Linux, vous avez Perf. Et je sais que V8, le moteur de Chrome, est capable de vous sortir de la donnée que vous êtes capable d'importer dans Perf. Et ce qui permet en fait aussi de fusionner, un peu comme ce qu'on fait nous de manière automatique. Là, de manière un peu plus manuelle, vous pouvez fusionner le C++ et le JavaScript qui est issu de V8. Chrome, il s'en sert pas du tout. Hein. C'est pas génial. Hein. Bon, vous essayerez sur... Là, c'est peut-être que c'est un cas un peu compliqué, je sais pas, mais manifestement, il n'aime pas les garbage collection. Bon, pour conclure, du coup, je vais le killer parce qu'il me prend ma batterie quand même.
C'était un bonne démo, celle-là, je vais la garder. Donc merci d'être là. La présentation elle est en ligne sur GitHub. J'aurais peut-être dû mettre le lien direct en toutes lettres ici, parce que ça sert à rien de vous mettre le lien sur la télé. C'est julien.w.github.io et / des trucs. Et je pense qu'on va vous l'envoyer par mail ou un truc comme ça après. Ou... Oui, dans tous les cas, nous on va les poster sur Twitter. Okay. Tu vas juste me les redonner, c'est bon. Je pense que si vous allez sur github.com/julienw, ça a été un des repos les plus récents puisque j'ai poussé dessus un quart d'heure avant le début de la session. Voilà. Et si vous avez d'autres questions, on peut commencer à y répondre. Je peux continuer à y répondre, pardon. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Putain, ils attendent le foot. Peut-être. Bon, en tout cas, je suis là tout à l'heure, si vous voulez. Ah oui, allez, une petite question. Quand même pour me faire plaisir. C'est sympa. Parce que la session d'avant, elle a eu des questions, mais à mort, quoi. Alors, j'utilise principalement moi, les DevTools de Chrome, donc je ne connais pas bien du tout les DevTools de Mozilla. Mais vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un profiler existant. Et là, apparemment, vous repartez sur quelque chose from scratch. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas reparti de l'existant et qu'au contraire, vous êtes parti sur quelque chose de totalement nouveau? Alors, il y a deux réponses déjà. Il y a une réponse qui est que, en fait, un profiler, c'est vrai que je ne vous ai pas trop expliqué l'architecture du truc. Il y a un bout qui est dans Firefox. Il y a un bout qui permet de collecter les choses de Firefox et les injecter dans la troisième partie qui est l'interface. La partie qui est dans Firefox, en fait, on la réutilise. On l'a pas refaite entièrement. Enfin, on l'a fait évoluer, évidemment, pour ajouter des nouvelles informations. Mais en fait, fondamentalement, elle n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est surtout la partie 2 et la partie 3. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ce que j'ai dit au tout début, c'est que on a fait un outil d'abord pour les développeurs Gecko, le but étant d'améliorer Firefox. C'est ce qui a permis de faire Quantum l'année dernière et d'améliorer grandement la performance. L'outil qui est dans les DevTools était plutôt dédié aux développeurs web, donc il n'était pas adapté à ce use case. Donc notamment, il n'était pas capable d'aller voir les stacks de manière aussi précise que ce que vous avez vu. On a le concept de pseudo-stack, c'est-à-dire juste du texte qui est finalement injecté dans l'arbre par du code qui est dans Firefox, et on sortait que ça pour l'afficher. Ah, il y a eu un but. Je sais pas qui. Pour l'injecter dans l'arbre tel qu'il est affiché. Donc on affichait que ça dans l'outil de DevTools. C'est très bien pour les développeurs web, mais c'était pas suffisant pour les développeurs Gecko. Et donc en faisant ça, on s'est aussi dit qu'on voulait pas maintenir deux projets en parallèle, parce qu'on n'est pas Google et on n'est pas assez nombreux. Donc c'est aussi pour ça qu'on est en train de travailler pour mettre cet outil que je vous ai montré, le réinjecter dans les DevTools et éliminer l'ancien qu'on maintient quasiment plus. On le maintient, on va dire, pour des petits bugs et peut-être des problèmes de sécurité, pour être sûr qu'il continue à marcher. Mais on n'ajoute pas de nouvelles fonctionnalités aujourd'hui. Par exemple, quand on a ajouté le support des source maps dans les DevTools, cet outil-là, il n'en a pas profité, ce qui est quand même dommage, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. La raison principale, c'était parce que on a fait un nouvel outil pour les développeurs Gecko. Est-ce que le passage de C++ à Rust a un impact sur l'adaptation de cet outil ou pas du tout? Le seul impact que ça a, c'est que là, dans la partie C++, quand on récupère un profil, on récupère des adresses mémoire en fait. Et après, il faut mapper cette adresse mémoire avec les noms des méthodes et des fonctions qui ont vraiment été appelées. Pour ça, on a un processus qui s'adresse à un serveur de symboles. Et le seul truc qu'on a à faire pour Rust, c'est que le serveur symbole reconnaisse aussi ces symboles Rust et nous retrouve des informations, nous retourne les informations dont on a besoin. C'est finalement la seule chose dont on a besoin de faire. Et parce que finalement, d'un point de vue UI, ça change rien. D'un point de vue collecte dans Firefox, ça change rien. C'est vraiment juste cette partie, trouver les bons noms à partir des adresses mémoire. Merci. De rien, merci pour la question. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je t'en pose une.
Vas-y. À une époque, je me souviens que dans les profilers d'IE et même dans les profilers de Firefox, l'ancienne version du coup, il y avait à côté des fonctions le count, le nombre de fois où la fonction a été appelée. Ça a disparu à la fois de Chrome et de celui-là. Il y a une raison? Je pense que c'est lié à la manière dont on génère cette donnée. Pour savoir le nombre de fois où la fonction est appelée, il était obligé d'avoir un overhead, forcément. Et ça, à chaque fois où la fonction est appelée. Là où ce qu'on fait aujourd'hui, on la regarde que toutes les millisecondes. On est en train d'ajouter le support de compteur aujourd'hui dans notre, on va dire, dans la partie bas niveau, pour compter la mémoire, pour compter des trucs genre les appels réseau et pour afficher ces données. Et je sais qu'il y a des gens qui bossent sur le moteur JavaScript, il y a ce genre de compteur qui aiment bien utiliser ça pour cette raison-là aussi. Donc ça va peut-être revenir chez nous. Je ne peux pas te parler pour Google, mais c'est vrai que c'est assez intéressant parce que finalement on a vu tout à l'heure, on a le même arbre pour deux cas hyper différents, un cas où la fonction elle est appelée 15 000 fois et un cas où la fonction elle est appelée une fois. Et ça permettrait quand même d'avoir cette information-là. Un autre truc sur lequel on travaille, c'est un truc à Chrome déjà par contre, c'est l'affichage des catégories. C'est-à-dire qu'on ait au premier coup d'œil savoir si le temps on le passe plutôt dans la couche graphique, plutôt dans le DOM, plutôt dans le JavaScript. Ça, Chrome, ils ont des jolies couleurs déjà pour faire ça, et nous on travaille dessus aussi. On travaille aussi à afficher les optimisations, c'est-à-dire quand on est en JavaScript, savoir si on a passé du temps plutôt dans l'interpréteur ou dans le JIT, et si on est dans le JIT, dans quel JIT? Dans le JIT lent ou dans le JIT rapide? Et ce qui permet peut-être à vous, développeurs, ou en tout cas aux développeurs de librairie, de savoir, donc déjà peut-être à savoir qu'il y a un problème, savoir qu'on est dans l'interpréteur, peut-être remonter un bug à Firefox, parce que c'est peut-être un peu de notre faute aussi si ça se passe, plutôt que des librairies. Ou peut-être qu'il y a un problème dans le code de la librairie elle-même. Donc ça, c'est un truc qu'on est en train d'ajouter aussi. Donc on est en train d'exposer des informations qu'on a déjà collectées, mais qu'on n'a pas encore affichées. Ça, c'est des choses qu'on essaie de faire en ce moment. Okay. Et les screenshots, on ajoute les screenshots. Chrome, ils ont ça, et c'est vrai que c'est génial. Ça permet de voir vraiment visuellement l'endroit qui nous intéresse dans un profil. Donc ça, on travaille dessus aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, merci à tous. C'est-à-dire qu'on va manger. Les pizzas sont même déjà arrivées. On est au top. Eh bien, merci. Donc, je vous rappelle juste qu'on part à 22h30. Après, tu vas nous mettre... Ah oui, tu vas couper l'enregistrement. Je suis en train de couper l'enregistrement. Je vais essayer de récupérer les vidéos pour pouvoir te les filer. Et je vais mettre le match soit ici, soit dans la télé. Non, pas là-bas. Ah, ouais.